Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour les résultats du screener Value à février 2025. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, on commence tout de suite avec les paramètres du screener. Le pays qui nous intéresse, c'est la France. Voilà, on aura des valeurs éligibles au PEA. Les industries qui nous intéressent, donc j'exclus certaines industries que je n'aime pas particulièrement. Libre à vous après d'aller regarder avec ces industries sélectionnées. Bon, j'exclus tout ce qui est lié au laboratoire pharmaceutique, aux biotech, tout ce qui est lié à la finance également, à l'immobilier, à l'automobile, qui est aussi un secteur sinistré, etc. Mais ça nous laisse quand même beaucoup d'industries, on en a 53. Ensuite, on se concentre sur des valorisations qui sont à un niveau, on va dire, un niveau minimal de 200 millions d'euros. Ça permet d'avoir quand même de la liquidité sur les titres. Et puis aussi une visibilité plus grande sur les communications du management, parce que sur les small cap, il y a moins de communication en général que sur les mid et large cap. On va prendre un rendement des capitaux investis de 8%, ce qui est quand même correct, hein, pas mal, qui permet d'alimenter en général, d'autofinancer une croissance aux alentours de ces niveaux-là, donc c'est plutôt intéressant. Un price to free cash flow de 10, ce qui limite les entreprises trop chères par rapport à leur génération de free cash flow, et on limite aussi l'endettement à 3 fois l'EBITDA. Au-delà, les bilans commencent à être un peu plus fragiles, donc c'est un peu plus dangereux d'investir dans une entreprise endettée. Au-delà de ce niveau, normalement, on module en fonction du secteur d'activité. Bon, la règle, on va dire, bonne heuristique, on va se mettre à 3 fois la dette nette sur EBITDA. On y va. Les résultats qu'on obtient, on a Vinci, donc les concessions, majoritairement, le BTP, on est sur une bonne rentabilité des capitaux investis, à 8,68%, donc ça c'est intéressant. Un price to cash flow de 6,6, donc c'est vraiment pas cher payé. Un rendement du dividende qui est à 4,3%, donc là aussi c'est intéressant pour un investisseur dans les dividendes qui veut déjà un rendement de dividende élevé, donc plutôt un profil rentier. Un payout ratio qui est finalement pas si élevé que ça, donc par contre toujours comparer ce payout ratio au niveau des free cash flow, parce que si les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, le payout ratio est en réalité plus élevé que ça. Donc si on se fie à ce niveau de payout ratio, on n'est pas non plus sur un niveau de dividende qui est pas soutenable. Enfin, on est sur un niveau de dividende qui est soutenable, on va dire, à ce niveau-là. Est-ce qu'il va augmenter beaucoup plus? Ça reste à voir. Mais c'est déjà intéressant à ce niveau-là. Et du coup, on a une marge de sécurité sur la valorisation actuelle. On n'a pas trop de dettes, c'est gérable. Pourquoi est-ce qu'on a ce niveau de valorisation? C'est lié au contexte politique en France. Donc ça peut offrir du coup un point d'entrée, surtout que le groupe est quand même bien diversifié. On continue avec Engie. C'est une société que moi je mets plutôt à l'écart parce que l'État est majoritaire, enfin il y a une bonne participation dans Engie et les intérêts de l'État sont rarement alignés avec les intérêts des petits actionnaires. Cela étant dit, on se traite avec un price to cash flow de 8,6, donc c'est pas très cher payé non plus. Surtout qu'on a un rendement du dividende qui est très élevé, à 9%, et il est pas soutenable à ce niveau-là. On a un payout ratio de 82%, donc en fait, le dividende, il est pas du tout constant, ni en évolution progressive, il fait du yo-yo, et ça va dépendre vraiment des années. Donc, pas du tout scié à ce niveau de rendement de dividende. Il faudrait que le payout ratio revienne à 50%, et là, ça ferait peut-être un rendement de 4,5-5%, qui reste quand même un niveau intéressant. On est sur un endettement qui reste quand même soutenable, et une bonne rentabilité à 9%. Donc Engie, si vous n'êtes pas effrayé par la présence de l'État au capital, pourquoi pas, mais ne comptez pas sur un niveau de dividende aussi élevé. On continue avec Rexel, donc le spécialiste de la distribution de matériel électrique. On est sur un price to cash flow de 8,2, donc c'est pas cher payé. En général, ce secteur d'activité ne se traite pas avec des multiples très élevés, parce que c'est assez cyclique. Une bonne rentabilité des capitaux investis à 8,9, donc ça c'est quand même pas mal. On a quand même un niveau de dette qui se rapproche de la limite des 3 fois l'EBITDA. Bon, ça reste quand même soutenable à ce niveau-là, il n'y a pas trop de problème. Il faut voir ce que dit le management à propos de l'endettement. Est-ce qu'ils visent à réduire la dette ou est-ce qu'ils sont confortables avec ce niveau-là? À voir dans les publications. Un rendement du dividende qui est tout à fait intéressant à 6,2%. Alors là j'ai 4,69, donc à mon avis il vaut mieux se fier à ce qui est là plutôt, parce que 6,2 ça me semble élevé, on doit être à mon avis plutôt proche des 4%, à confirmer donc en allant regarder les métriques spécifiques de cette entreprise. On est sur un payout ratio de 51%, donc ce niveau de dividende est soutenable en plus,
Est-ce qu'il va augmenter beaucoup plus que ça? Je ne sais pas, parce qu'il faut voir à quel niveau de payout ratio s'autorise le management pour verser le dividende. Mais on est sur un dossier qui peut être intéressant, qui se traite finalement pas un multiple très élevé et qui a un rendement qui est attractif. On continue avec Téléperformance, action dont je suis actionnaire et dont je fais le suivi sur la chaîne. Je vous renvoie vers les vidéos si ça vous intéresse. On est toujours sur un multiple très bas, donc on attend la publication de Téléperformance mi-février. 2 concurrents du secteur ont publié Concentrix, le numéro 2, et WNS Holding, qui est un peu plus petit, qui est une entreprise indienne mais cotée aux États-Unis. C'était des publications, on va dire, correctes, pas de croissance significative non plus, mais on est sur des actions qui ont bien rebondi après leur publication, et je vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas de Téléperformance. On serait à un multiple qui est vraiment ridicule, à 3,9 fois les free cash flow. On a une bonne rentabilité des capitaux investis, à 8,8%, donc c'est quand même pas mal, ça permet de générer beaucoup de cash. Après, il faut voir ce que fait le management de ce cash, donc il priorise le rachat d'actions, le dividende, mais il fait également des acquisitions, ce qui explique pourquoi on reste avec un niveau d'endettement qui est relativement élevé, à 2,5 fois la dette nette sur EBITDA. Bon, ça reste, cet endettement c'est soutenable, il faut surveiller. Le management a l'air confortable avec ce niveau d'endettement. Le rendement du dividende est à 4,25%, soit un payout ratio de 37%, ce qui est pas très élevé, mais il faut se souvenir qu'une partie des free cash flow est quand même utilisée pour faire les rachats d'actions. Donc au final, le dividende c'est bien, mais le plus intéressant c'est les rachats d'actions, et avec ces rachats d'actions on est au-delà de 37%. Maintenant, les rachats d'actions, c'est complètement ponctuel. Donc, s'il faut arrêter les rachats d'actions, on pourra continuer à verser un dividende à ce niveau-là, et ça, c'est intéressant. Sopra Steria, donc le numéro 2 ou numéro 3, l'ESN numéro 2 ou numéro 3 en France, mais diversifié, assez bien diversifié globalement. On est sur un multiple de free cash flow qui est bas, à 7,7, une bonne rentabilité des capitaux investis, à quasiment 11%, donc ça, c'est pas mal. Un niveau d'endettement qui reste soutenable à 2 fois la dette nette, donc pas de souci sur cet endettement, et un rendement du dividende qui commence à augmenter, donc je pense que le bon c'est celui-ci à 2,6. Ça peut être attractif à ce niveau-là, surtout qu'on a un payout ratio de 48%, donc inférieur à 50%. Les free cash flow vont continuer, vont repartir, on est sur un cycle assez baissier sur les ESN et la R&D externalisée. Je pense qu'il y a quand même un point d'entrée sur Sopra Steria, c'est intéressant à mon avis à ce niveau-là, donc à vous de creuser le dossier si ça vous intéresse. Alten, donc c'est à peu près le même topo, là c'est de la R&D externalisée, mais c'est le même topo, on serait à un multiple décoté à 8,7, il y a plus de croissance sur Alten parce que c'est une entreprise qui est un peu plus petite que Sopra Steria, mais on voit que quand même la market cap se rapproche à peu près de Sopra Steria. Ça c'est parce que Alten est légèrement mieux valorisé et parce qu'il y a un peu de croissance. On est sur une dette nette quasiment inexistante, donc ça c'est très bon. Un rendement du dividende qui est pour l'instant un peu faiblard à 1,7, mais il y a de la place pour l'augmenter vu que le ratio de payout est inférieur à 50%. Donc Alten, ça se regarde aussi, c'est intéressant. Ruby, donc ça c'est une société que je détiens en portefeuille et dont je fais le suivi sur la chaîne. Je vous renvoie aux vidéos si ça vous intéresse. Donc Ruby, c'est plutôt, on va dire, un dossier mou, dans le sens où le management est en train d'échouer dans sa stratégie de diversification vers les énergies renouvelables. La valorisation reflète cette mauvaise perception du management par le marché. On a 7,2 fois les free cash flow. Pourtant, on a une bonne rentabilité des capitaux investis à 9,5. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a un bilan qui commence à un peu s'alourdir à 2,4. Et ça inclut pas la dette qui est souscrite pour Photosol. Bon, je passe les détails, mais la dette est en réalité un peu plus élevée que ça. On est sur un rendement de dividende qui est très élevé chez Ruby. Beaucoup d'investisseurs se sont fait appâter par ce dividende sur les années passées. Le problème qu'il y avait sur Ruby, c'est qu'il y avait pas mal de dilution, parce que l'entreprise était coutumière de l'émission régulière d'actions en diluant, en se versant des paiements en actions pour le management par exemple. Donc ce rendement du dividende est élevé, oui, mais en fait le rendement de l'actionnaire est un peu plus bas, il va être à 5-6%. On a un payout ratio qui est élevé, ce qui veut dire que le dividende, à mon avis, ne va plus trop augmenter, surtout que les bénéfices commencent à baisser. Il y a eu un profit warning sur le dernier trimestre, sur le troisième trimestre 2024. Donc là-dessus, c'est plutôt pour jouer une vente de l'entreprise, une vente de l'entreprise, plutôt que pour jouer la reprise de la croissance des bénéfices nets. Ipsos,
on est sur un multiple qui est pas très élevé, c'est 6,8 fois, donc alors qu'on a une rentabilité des capitaux investis plutôt bonne, 12,5 c'est quand même assez élevé, on n'a pas trop de dettes sur le dossier, et un rendement du dividende qui est quand même intéressant, 3,6, avec un payout ratio de seulement 32%. Qu'est-ce que fait le management des free cash flow qui restent une fois le dividende versé? Est-ce qu'ils rachètent des actions? Est-ce qu'ils font des acquisitions? À voir spécifiquement sur le dossier, mais en termes de métriques, ici, ce qu'on voit, c'est vraiment excellent, très bonne rentabilité et pas du tout cher payé. Manitou, là, c'est plutôt un dossier cyclique. Ce qui est intéressant à noter sur Manitou, c'est qu'on a une décote sur actifs tangibles, donc ça veut dire que l'entreprise se paye moins cher que ses actifs tangibles, qui sont les stocks, les usines, etc. On est sur un price to free cash flow de 7,1, donc il y a aussi une décote sur flux, ça c'est pas mal, et une très bonne rentabilité des capitaux investis à 13,3. Un peu d'endettement, mais rien de significatif, et un niveau de dividende qui est tout à fait attractif à 6,2. Ce niveau de dividende, il est quand même cyclique, il dépend de l'activité. À l'heure actuelle, Manitou gagne pas mal d'argent, donc ça leur permet d'afficher, de rendre pas mal de cash aux actionnaires. On a un payout ratio de 32%. Donc qu'est-ce que fait le management de l'excédent de cash une fois le dividende versé? Est-ce qu'ils font des rachats d'actions, ou est-ce qu'ils rachètent des concurrents, ou est-ce qu'ils remboursent la dette? La dette n'est pas très élevée, donc c'est potentiellement le cas, mais à voir spécifiquement. Manitou a été étudié sur la chaîne également, si ça vous intéresse. Groupe Guillain, étudié également sur la chaîne, on se traite avec un multiple de 7,3 fois les free cash flow, donc c'est pas très élevé non plus. Bonne rentabilité des capitaux investis à 9,2, et quasiment pas de dette, donc ça peut être intéressant, avec un niveau de dividende de 4% et un payout ratio de seulement 30%. Donc Guillain, ça se regarde également, parce qu'on a un bon retour de l'actionnaire, enfin on a des bonnes marges de sécurité à tous les niveaux. Pas de trop d'endettement, des cotes sur multiples, et rendement du dividende assez élevé, et bien couvert par les bénéfices. Donc Guillain, ça peut se regarder aussi. Live Data Services, donc ça c'est un éditeur de logiciels. On est sur une décote, donc sur une des valeurs les plus chères de la sélection, si on regarde, c'est ça, mais on est en dessous de 10 fois les free cash flow, donc ça reste quand même raisonnable, surtout quand il y a la meilleure rentabilité des capitaux investis de la sélection, à 14,5%. On a un peu de dette quand même, donc rien d'inquiétant, mais peut-être que le management devrait prioriser le remboursement de la dette d'abord. Et on est sur un rendement de dividende de 2%, avec un payout ratio de 31,5. Donc on a largement de la place pour verser ce niveau de dividende, voire l'augmenter. Voilà ma revue de ce Screener Value pour février 2025. Quel serait mon meilleur choix? Quel est mon choix favori dans cette liste? Donc, moi, je suis actionnaire de 2 actions de cette liste. Téléperformance resterait mon choix préféré, parce que la décote est très très élevée. C'est uniquement pour jouer une réévaluation du multiple. C'est pas je crois pas au long terme dans le business de cette entreprise, mais Téléperformance reste une des sociétés que je préfère dans cette sélection. Ruby, si je l'avais pas déjà en portefeuille, je ne la reprendrai pas. Après, si on regarde les différentes actions que nous avons ici, une des plus intéressantes, à mon avis, ça pourrait être Guillain, est pas mal, avec un bon rendement du dividende, et pourtant un multiple qui est bas. Donc ça, c'est pas mal, Guillain. Ipsos aussi pourrait être intéressante. Donc là, vous avez mon top 3 sur cette sélection. À vous de creuser les dossiers, si ça peut vous aider. Ces entreprises ont été analysées sur la chaîne. J'espère que ce Screener Value vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.